Donc, je souhaite remercier les organisateurs pour cette gentille invitation pour parler de l'Empire ottoman et de la Première Guerre mondiale. Mais dans les faits, on verra, dans l'Empire ottoman, dans le cas ottoman, on est en face d'une décennie de guerre et non pas seulement de la Grande Guerre. En 1912, l'Empire ottoman est encore un empire. Les Balkans font partie, en grande partie, de l'Empire ottoman. Le monde arabe, en partie, est intégré toujours dans le monde ottoman. Et les villes les plus importantes du pays s'appellent certes Istanbul ou Izmir, mais on peut aussi dire que Salonique ou Beyrouth s'imposent déjà comme des gros centres. Donc on est vraiment dans un cadre qui est multiethnique, multiconfessionnel. De l'autre côté, cet empire n'est déjà plus un empire. N'est déjà plus un empire car il y a une projection de soi dans le cadre du nationalisme turc, et on y reviendra de toute façon sur le nationalisme. Le nationalisme turc se combine aussi avec le darwinisme social. Il y a une sorte de tropisme balkanique qui est très différent du cosmopolitisme balkanique. Pour les Ottomans, notamment le comité Union et Progrès qui détermine l'essentiel du pouvoir, la question est une question démographique. Il faut islamiser et turcifier les Balkans, car pour eux, l'empire a été fondé en tant qu'un empire d'abord balkanique. Ils se considèrent comme Evlad-i Fatihan, donc les descendants des concurrents dans les Balkans. Le maintien des Balkans est central. Et en même temps, ce tropisme balkanique s'explique aussi par le fait que le comité Union et Progrès, qui va prendre les rênes du pouvoir en 1908, n'a pas été fondé dans les Balkans, mais a été refondé, restructuré entre 1905 et 1906 dans les Balkans. Ce comité s'inspire des modes d'action des comités révolutionnaires des communautés balkaniques, macédoniennes, bulgares, serbes ou grecques. Salonique est le cœur de ce comité. Le centre secret du comité Union et Progrès se trouve dans cette ville. La plupart des cadres du comité Union et Progrès sont des militaires extrêmement jeunes qui ont été engagés dans des batailles dans les Balkans. Et ces gens-là sont initiés aussi au darwinisme social. Ils considèrent les minorités comme des microbes qui affaiblissent la nation turque de l'intérieur. Donc ce comité a une double nature en quelque sorte. On a désormais beaucoup travaillé sur la correspondance interne de ce comité, et cette correspondance montre que les dirigeants du comité étaient extrêmement nationalistes et turcistes. De l'autre côté, dans un premier temps, lorsqu'ils prennent le pouvoir en 1908, ils se présentent comme les défenseurs d'un empire ottoman renouvelé et prônent la fraternité entre les différentes composantes de l'empire ottoman. Dès juillet 1908, on entre dans une période qu'on appelle la période de l'ivresse de la liberté. La liberté est proclamée, la constitution est de nouveau mise en vigueur. Mais en même temps, cette période est une période totalement schizophrène, car d'un côté, il y a le noyau dur du comité qui est ancré dans le nationalisme turc, et de l'autre côté, le discours officiel est un discours de fraternité. La plupart des membres de ce comité sont nés entre 1874 et 1881. 1874, c'est aussi la date de naissance de Talat Pacha, et 1881, c'est la date de Mustafa Kemal. Ils sont ancrés dans un scientifique profond, car ils croient en la science. Ils pensent que la biologie, notamment, apporte les clés de lecture de l'histoire universelle. Pour eux, chaque société, chaque nation constitue une espèce distincte, et il y a une lutte pour la survie entre ces espèces. Et de l'autre côté, ce comité aussi est dans un profond mysticisme, pense que le destin, la mission, l'histoire les a chargés d'une mission, et cette mission est de sauver l'Empire ottoman, un Empire ottoman déjà défini par la turcité. Et dès 1908, la fraternité ottomane reçoit un coup. 1908, c'est la date de la proclamation de l'indépendance de la Bulgarie, et puis de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche et Hongrie. Dans les faits,
cette transformation ne change pas la carte politique de l'Empire ottoman, puisque l'Empire ne contrôle déjà pas ces territoires, mais on voit se déchaîner une vague nationaliste et graduellement se mettre en place des organisations ultranationalistes, paramilitaires, et on met aussi en place une politique de boycott contre l'Autriche et Hongrie, mais cette politique de boycott s'avère être surtout contre les commerçants non musulmans de l'Empire. 1911, c'est l'occupation de la Tripolitaine, mais surtout 1912, c'est la première guerre balkanique. Le comité Union et Progrès fait de la campagne pour lancer la guerre unilatéralement, sauf que quand la guerre a lieu, la défaite ottomane est totale. Les petites nations des Balkans qui se rallient chassent l'empire d'une grande partie des Balkans. Salonique, qui est leur siège, leur capitale, leur ville mythique, tombe sans la moindre résistance, et les armées bulgares occupent la ville de Adrianople et d'Irne, qui est l'une des trois capitales impériales. La première guerre balkanique a des conséquences considérables. Dans la deuxième guerre balkanique, les Ottomans vont reconquérir Edirne sans combattre, puisqu'il y a une guerre au sein des anciens alliés balkaniques. Parmi les conséquences, il y a bien entendu des mouvements de population à une échelle considérable. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Pratiquement chaque État balkanique est dans une projection de soi en termes d'homogénéisation de territoire, mais surtout, on est en face de la honte ottomane. Il faut effacer la honte. J'avais prévu de citer quelques passages de Ziya Gökalp et de Yusuf Akçura que mon voisin va mentionner aussi, mais cela alourdira un peu la discussion. Et je dirais qu'il y a vraiment une sorte de nostalgie violente des Balkans. Et surtout, tout d'un coup, l'Asie mineure reste le seul territoire que le comité Union et Progrès peut proclamer comme turc, sauf que ces gens qui viennent des Balkans, dans les faits, détestent l'Asie mineure, qu'ils trouvent comme primitif et arriéré. Et ils sont aussi absolument traumatisés, car quelques 20% de la population de l'Anatolie actuelle ou de la Turquie actuelle sont composés de chrétiennes, selon les chiffres officiels, sans doute 25%, les Arméniennes à l'est et les Grecs à l'ouest. C'est dans ces conditions que la Première Guerre mondiale se déclenche et l'Empire ottoman entre dans la Première Guerre mondiale sans être provoqué ni par la Russie, ni a fortiori par l'Angleterre et la France qui lui assurent de leur neutralité. Et à vrai dire, j'ai relu 3 ou 4 fois récemment les mémoires des unionistes. Personne ne sait qui a pris la décision d'entrer en guerre, comment et pourquoi. Certes, il y avait un accord secret entre l'Allemagne et l'Empire ottoman, mais cet accord n'était pas un accord qui impliquait l'entrée en guerre automatique de l'Empire ottoman. L'entrée en guerre provoque des problèmes. Le Premier ministre Saïd Halim Pacha donne sa démission qui n'est pas acceptée. Quoi qu'il en soit, très peu de temps après le déclenchement de la guerre, l'Empire ottoman se trouve entré dans la guerre sur une décision unilatérale. L'Empire ottoman de 1914 est un empire en ruine. On a des textes qui montrent que les unionistes demandent de toute urgence à l'Allemagne d'envoyer des fers à cheval ou des boîtes de conserve. Il n'y a pratiquement rien. Tout est très largement déstructuré. Il y a quelques milliers de kilomètres de chemin de fer, mais cela ne suffit absolument pas. Donc, les coûts successifs des défaites, a été extrêmement élevé. Et de l'autre côté, on a l'impression que l'élite unioniste au pouvoir est prise d'un vertige. Et pour pas mal d'unionistes, le temps est venu. Ce temps, le nouveau temps qui commence avec la Première Guerre mondiale, est un temps de la turcité, c'est un temps de revanche turque sur l'histoire, et qu'il s'agit désormais pour eux de construire un nouvel empire qui ne sera pas le réplica de l'Empire ottoman, mais qui serait l'Empire touranien. À la tête de l'Empire se trouvent 3 hommes, Djemal Pacha, qui ne compte pas beaucoup à vrai dire, mais surtout Enver Pacha, qui très jeune devient ministre de la Défense, et Talat Pacha.
Enver Pacha construit autour de lui une véritable hagiographie. Il a dans son appareil les membres de sa famille. Il est sans doute celui qui a la projection la plus utopique de la construction de l'Empire ottoman. Et de l'autre côté, un ancien télégraphiste, Talat, qui est un homme froid et qui contrôle le ministère de l'Intérieur et qui contrôle l'administration civile. Mais l'administration civile, c'est aussi l'administration qui gère le territoire, qui gère la démographie, qui gère les populations. Enver Pacha est accueilli dans l'Est, dans les vilayets de l'Est, par le slogan de la route de Touran passe par là. Et il déclenche une guerre en plein hiver 14-15, la bataille de Sarıkamış. Les soldats sont convaincus qu'ils vont pouvoir arriver à l'Empire touranien en très peu de temps. Les choses ne se passent pas ainsi. Au contraire, 80% de l'armée disparaît avant même s'engager dans la bataille. Et Sarıkamış, qui devait ouvrir les portes de Touran, devient un enfer pour l'Empire. Et la toute première défaite. Et Sarıkamış signifie deux choses. La défaite de Sarıkamış, en premier lieu, le front intérieur devient beaucoup plus important que le front extérieur qui n'est pas pour autant abandonné. Et en deuxième lieu, il faut trouver un responsable. Et qui sera le responsable? On cherche la responsabilité du côté de trahison arménienne, les soi-disant révoltes arméniennes, alors que dans les faits, il n'y a nulle part une seule révolte, soit les fidaïs arméniens qui collaboreraient avec les Russes. Et effectivement, il y a quelques 8500 fidaïs arméniens qui se sont rejoints aux armées russes. Dans les faits, ces 8500 sont loin de pouvoir changer la donne militaire, surtout si on se souvient qu'il y a eu 3 millions d'Ottomans et 12 millions de Russes qui ont été engagés dans les deux armées respectives. Mais la présence de ces fidaïs est considérée comme un acte de trahison et donc, à partir de là, on passe à une politique. Sans doute, on y reviendra dans les discussions, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce sujet-là, mais je dirais que dans un empire où tout est en ruine, où rien ne marche, le processus génocidaire qui commence dès janvier 2015 et qui devient l'essence de la guerre ottomane, se déroule avec une très grande efficacité. Et très peu de temps après, Talat Pacha, dans son fameux cahier noir, note que sans doute il ne reste que 250 000 Arméniens dans l'Asie mineure, et on sait aussi que très peu de temps après, les biens des Arméniens déportés et exterminés sont confisqués par l'État ou par les notabilités, et Talat Pacha lui-même justifie le bien fondé de ces déportations par le fait qu'on a pu enfin jeter les bases d'une économie nationale et l'autorisation de se marier avec des filles ou des femmes arméniennes veuves est accordée très peu de temps après les déportations aux zones musulmanes. Le génocide est une violence eschatologique. Au cours du génocide, le bourreau se présente à la fois comme bourreau, comme le tout-puissant qui a toutes les armes en main, et de l'autre côté, se justifie en tant que victime. Et on voit là apparaître une matrice qu'on verra par la suite lors de la Shoah. Le bourreau se présente comme étant exploité, opprimé par la victime qu'il écrase. Et de ce point de vue-là, on a l'impression qu'effectivement, il y a la récupération de ces deux registres, de bourreau et de victime, simultanément, ce qui crée un réel vide ontologique, une carence ontologique chez les victimes arméniennes. Malgré quelques succès en 1916 ou 1917, après la révolution soviétique, la guerre se termine par la défaite ottomane. Le bilan est extrêmement lourd. Plus d'1,1 million soldats sont tués, soit sur les champs de bataille, soit à la suite des maladies. Il y a quelques 500 000 déserteurs. Les territoires arabes sont perdus. Et pourtant, lorsqu'on lit les mémoires que les unionistes ont laissés à la postériorité et qu'ils ont rédigé en 1919-20, on a l'impression qu'il n'y a absolument aucun regret. Au contraire, ils sont parfaitement fiers de ce qu'ils ont réalisé. Et j'avais dit tout à l'heure que les unionistes étaient à la fois scientifiques et mystiques.
ou adeptes d'un mysticisme, et ils expliquent la défaite par l'histoire, par Dieu l'histoire, par le puits de destin, par la roue de la fortune. C'était comme si eux, ils n'avaient pas été des acteurs, ils n'avaient qu'à être des actants, et l'histoire avait décidé. J'ai dit que l'Empire a été vaincu. Est-ce que les unionistes ont été vaincus? Cela n'est pas si évident. Certes, Talat Pacha, Djemal Pacha, Enver, Bahati Shakir, qui est l'homme du génocide, se sont fuis en Allemagne tout de suite après la défaite. Istanbul a été occupé. De vastes parties de territoire actuel de la Turquie ont été également occupées. Mais en même temps, dès 1919, on voit une résistance à partir des éléments unionistes se mettre en place dans les territoires actuels de la Turquie. Dans les faits, les unionistes avaient des relais un peu partout dans la population. Ces relais étaient composés de 3 acteurs, les notabilités provinciales, qui détestaient les unionistes, mais qui ont très largement profité du génocide, car le génocide a été aussi un génocide économique par le transfert des richesses. En deuxième lieu, les unionistes, à la suite des purges multiples, avaient rénové la bureaucratie dans sa totalité, et la bureaucratie à l'échelle provinciale était acquise à leur cause. Et surtout, lors du génocide, les unionistes avaient organisé pas mal de bandes armées, et ces bandes armées avaient une autonomie. Et grâce à la présence de ces 3 acteurs, les unionistes ont pu organiser la résistance, laquelle résistance a par la suite donné naissance au kémalisme. Et lorsqu'à la fin de 1922, Mustafa Kemal Atatürk, qui n'est pas encore Atatürk, proclame sa victoire, et cette victoire est reconnue à la fois par la France, la Grande-Bretagne et la communauté internationale, on peut dire que les unionistes ont pris leur revanche effectivement sur l'histoire. Et à partir de 1925, Mustafa Kemal écarte les hommes d'Enver Pacha de pouvoir. Les hommes d'Enver Pacha sont considérés comme des aventuristes. Ce sont des militaires. Mustafa Kemal lui-même est militaire et il ne veut pas de concurrence. Mais les hommes de Talat Pacha sont recyclés dans leur intégralité dans la Nouvelle République. Et on peut dire que jusqu'aux années 1950, voire jusqu'aux années 1960, c'est l'équipe de Talat Pacha qui dirige le pays. Je donnerai un exemple pour terminer, le cas de Celal Bayar, qui a été Premier ministre, par la suite président de la République avant d'être renversé en 1960. Celal Bayar a été l'un des proches de Talat Pacha. À 21 ou 22 ans, il a organisé la campagne de nettoyage ethnique contre les Grecs dans la région d'Izmir en 1913. Et il a joué aussi un rôle extrêmement important dans le massacre des Kurdes, notamment à Dersim. Et ne serait-ce que le cas de Celal Bayar montre que les hommes sont restés en place, que l'idéologie sociale darwiniste a été préservée et qu'on a continué la politique des unionistes qui s'était traduite surtout par le génocide, par le pogrom anti-arménien, par une politique antisémite extrêmement prononcée dans les années 30 et par une politique kurde qui, dès 1923-1924, devient très répressif. Et le processus de brutalisation de l'Empire ottoman qui avait déjà commencé s'accélère sous l'époque kémaliste. Quoi qu'il en soit, la première guerre dans l'Empire ottoman dure de 1912 à 1922 pour déboucher finalement sur la victoire de cette équipe.